recherche de plus de puissance. Tel est le défi lancé depuis que le moteur à combustion interne a été inventé. Les moteurs de course de Formule 1 développent de nouvelles puissances incroyables. Ils sont réglés au degré près pour effectuer des tours à des vitesses époustouflantes sur les circuits du monde entier. Mais ils ne servent à rien d'autre. Si vous essayez de conduire une Formule 1 dans la rue principale de votre ville, elle aurait au fait de bafouiller et de s'arrêter. Pour l'automobile de tous les jours, le moteur se doit être beaucoup plus facile d'utilisation. Le propriétaire exige qu'il soit sûr, souple, à petite comme à grande vitesse, très économique en carburant, et qu'il soit le plus rapide pour démarrer au feu tricolore. Mais le moteur doit également être conforme aux normes de bruit et de pollution. Les réglementations en matière de pollution se renforcent et se généralisent. Et, au cours des dernières années, de grands pas ont été franchis dans le développement des systèmes d'injection de carburant et de gestion électronique moteur afin de répondre aux exigences. Bien sûr, le problème ne s'arrête pas là. La volonté de puissance et de performance perdure, mais des réglementations sur les émanations, encore plus strictes, sont progressivement établies pour nous faire entrer dans le XXIe siècle. Chez Rover, nous sommes convaincus que nos ingénieurs moteurs sont plus qu'à la hauteur de la tâche pour répondre aux exigences des clients et se conformer à la future législation. Vous vous souvenez de l'introduction du tout nouveau moteur série K conçu en 1984 et introduit avec succès en 1989. À l'époque, certains critiques avançaient que 4 soupapes par cylindre dans un petit moteur de série représentaient un excès de zèle. Mais nos ingénieurs, perspicaces, étaient plus avisés. Ils s'étaient rendus compte de la nécessité de dessiner un moteur qui pourrait se développer au cours des années 90 afin de répondre aux futurs critères de puissance et d'émanation. C'est pourquoi ce moteur continue et continuera à remporter tant de succès. À l'origine, nous avions le moteur K16 1.4 à injection monopoint pour la Rover 200. Suivi peu après par la version K8, 1.1 et 1.4 avec carburateur pour la Rover 100 en 1990. Récemment, nous avons introduit le moteur K16 1.6 à chemise semi-humide qui équipe la nouvelle Rover 400 et la version 1.8 qui équipe la MGF. Une des politiques de Rover a toujours été de favoriser la créativité, c'est-à-dire que nos ingénieurs sont libres de rechercher et de développer des projets qui leur semblent intéressants sans avoir de rapport direct avec un quelconque programme spécifique lié à un modèle. En d'autres termes, ils ont le temps de travailler sur un projet sans subir la pression qui entoure l'introduction des nouveaux modèles. Lorsque le projet s'avère intéressant, il est alors inséré dans les plans de développement de la marque. Le système de distribution variable, ou VVC, fut l'un de ces projets de créativité. Sa recherche débuta en 1989 sous le nom de code Hawk, et le travail de développement apparut extrêmement prometteur, à tel point que les plans furent brevetés. Ils furent utilisés pour la première fois lorsque la décision fut prise de produire une version à haute performance du moteur série K, 1,8 litres, pour la MGF. Avant de regarder le VVC Rover de plus près, prenons quelques minutes pour nous rappeler quelques-uns des principes du cycle 4 temps du moteur à combustion interne. À la première descente du piston, la soupape d'admission est ouverte par une came située sur l'arbre à came pour permettre au mélange air-essence d'être aspiré. La soupape d'admission se referme et lors de la remontée, le mélange est compressé. Presque en haut de course, la bougie d'allumage enflamme le mélange et la haute température qui en résulte produit une augmentation de la pression de gaz, qui force le piston à descendre sur sa courbe de détente. Le temps que le piston remonte, la soupape d'échappement s'est ouverte pour permettre au gaz brûlé d'être expulsé, et le cycle continue à se répéter. Maintenant, comme vous le savez dans la pratique, la procédure est un petit peu plus sophistiquée que cela. Par exemple, l'arbre à came est prévu pour ouvrir la soupape d'admission avant que l'échappement ne soit fermé.
De cette façon, le mouvement des gaz d'échappement qui sortent aide à aspirer le nouveau mélange et à créer la plus grosse charge. La soupape d'admission reste alors ouverte jusqu'au point mort bas et ne se referme que lors de la course de compression du piston, afin d'utiliser le différentiel de pression créé par le piston descendant lors de l'admission et la vitesse du mélange entrant pour assurer le remplissage maximal du cylindre. Après l'allumage, la soupape d'échappement s'ouvre avant que le piston atteigne à nouveau le point mort. Elle reste ouverte au cours de la course d'échappement ascendante et se referme après le PMH. Comme nous venons juste de le dire, la soupape d'admission se sera déjà ouverte avant le PMH, prête pour la nouvelle période d'admission. La phase au cours de laquelle les soupapes d'admission et d'échappement sont toutes deux ouvertes en même temps s'appelle le croisement des soupapes. De nos jours, dans les moteurs conventionnels, le profil des cames et donc sa phase de croisement de soupape est fixe. Par conséquent, sa forme pour ouvrir et fermer la soupape est toujours un compromis entre puissance, économie en carburant, qualité de ralenti et émanation d'échappement. Mais s'il était possible de modifier le profil, la phase d'ouverture et de fermeture des soupapes pourrait alors être changée pour s'adapter aux conditions de conduite. Par exemple, pour obtenir le ralenti le plus souple avec le moins d'émanation possible, l'idéal est d'avoir un croisement très faible. Pour la meilleure accélération à bas régime, l'idéal est une fermeture de soupape d'admission avancée. Et pour une bonne performance à haut régime, les soupapes d'admission doivent s'ouvrir tôt et se fermer tard, ceci afin d'augmenter au maximum le temps d'admission du mélange. Et c'est là que le nouveau et brillant système VVC de Rover entre en jeu car c'est précisément ce qu'il fait. Il permet le changement automatique de la phase d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission en fonction du régime et de la charge moteur. Voyons comment il fonctionne. Comme vous le savez, le moteur de série K comprend des paires de soupapes d'admission et d'échappement. Et le principe fondamental à saisir réside dans le fait qu'avec le système VVC, l'augmentation et la diminution du croisement des soupapes s'effectuent en accélérant ou en ralentissant la vitesse de rotation de chaque paire de cames d'admission, bien que le vilebrequin continue à tourner à une allure régulière. Vous pouvez voir en ce moment que la soupape reste ouverte un temps constant pour une vitesse de rotation donnée. Si la vitesse de rotation de la came est ralentie alors que la soupape est ouverte, elle restera alors ouverte plus longtemps et donc fermée pendant un temps plus court. De même, si la rotation est ralentie lorsque la soupape est fermée, elle le restera donc plus longtemps. Et c'est exactement ce qui se passe dans le moteur VVC Rover. Les paires de cames des soupapes d'admission peuvent être accélérées ou ralenties même si la vitesse de distribution est constante, permettant ainsi d'obtenir une performance moteur maximum en toutes circonstances. Pour y arriver, les 4 paires de soupapes d'admission sont chacune entraînées indépendamment. Les 2 paires avant par la courroie de distribution, les 2 paires arrière par une courroie de transmission située à l'arrière de l'arbre à came d'échappement. Comme vous pouvez le voir, la transmission vers une paire se fait par le centre de l'autre. Le coup de génie se situe à l'intérieur de cet anneau de transmission. Voyons si nous pouvons expliquer ce qui se passe à l'aide d'une simple animation. L'intérieur de l'anneau de transmission est pour vous de 2 fentes. Et la transmission de l'engrenage de distribution est reliée à l'une des fentes dans l'anneau de transmission par un vilebrequin. La transmission au bossage d'arbre à came se fait par l'autre fente et également par le vilebrequin. La position de l'anneau de transmission peut être relevée ou abaissée par rapport aux arbres et la présence des fentes rend l'opération possible sans tordre les arbres. Une fois l'anneau de transmission en position centrale, si l'engrenage de distribution tourne à une vitesse constante, l'arbre à came tournera également à une vitesse constante. Si nous déplaçons maintenant l'anneau de transmission vers le haut, celui-ci tournera de manière excentrée. La transmission à partir de la distribution continue à tourner à une vitesse constante. Mais vous remarquerez que la vitesse de la came varie à présent au fur et à mesure que le moteur tourne. La raison en est que le vilebrequin de l'arbre à came doit se déplacer le long de la fente à chaque tour dès que l'anneau de transmission se déplace à sa position centrale. Le principe est sans doute plus facile à comprendre si vous prenez comme exemple un poids qui se balance au bout d'un fil. Le poids se déplacera à une vitesse spécifique pour une longueur de fil donnée. Si le fil est rallongé, mais continue à tourner à la même allure,
Le poids devra aller plus vite pour accomplir une rotation dans le même temps. Si vous rallongez ou raccourcissez le fil pendant la rotation, le poids prendra de la vitesse ou en perdra selon le changement de la longueur. Le même principe est applicable à l'arbre à cames VVC, à cause de la position de pivot de la tige de transmission qui rentre et sort de la fente, tandis que l'anneau de transmission tourne de manière excentrée, la vitesse de la came sera donc modifiée. Dans la pratique, la transmission passe par les tiges. Et il existe des cales de transmission qui glissent le long des fentes à l'intérieur de l'anneau de transmission lorsque celui-ci tourne de manière excentrée. Le pourquoi de l'excentricité tient une fois de plus du génie. L'anneau de transmission tourne à l'intérieur de cette bague de commande dont l'alésage interne est usiné désaxé. Nous ajouterons la bague de commande à notre illustration. En le faisant tourner dans un sens ou dans l'autre, le degré d'excentricité par lequel l'anneau de transmission rotatif tourne variera et la vitesse de l'arbre à cames changera en conséquence. Par exemple, le croisement peut donc être modifié ou le point de fermeture de la soupape d'admission changé pour s'adapter aux besoins de performance du moteur. Voyons maintenant comment tourne la bague de commande. Cette opération s'effectue hydrauliquement en passant par cet arbre de commande qui est engrainé avec les dents situées sur le pourtour extérieur de la bague. Comme vous pouvez le remarquer, l'arbre de commande est également engrainé avec une crémaillère reliée à un piston situé dans ce bloc de commande hydraulique. Le bloc de commande reçoit l'huile du système de graissage du moteur et possède une électrovanne pour diriger cette huile pressurisée d'un côté ou de l'autre du piston. Lorsque le piston bouge, il fera tourner l'arbre de commande qui, à son tour, changera la position de la bague de commande et modifiera la vitesse de rotation des paires de cames. La coupe de cet arbre à cames permet de voir les composants dont nous venons de parler. Les deux paires d'arbres à cames que nous avons mentionnées plus tôt, chaque paire avec ses propres anneaux et balles de transmission, mais reliées par cet arbre de commande. Voici le bloc de commande hydraulique avec son piston visible et la crémaillère engrainée avec l'arbre de commande. Le mouvement du piston est commandé par cette électrovanne qui dirige l'huile d'un côté ou de l'autre du piston. La position de l'électrovanne est commandée électroniquement par le système de gestion de moteur MEMS. Celui-ci reçoit des signaux émanant des différentes sources d'informations habituelles, vitesse du vilebrequin, position de l'accélérateur, etc. mais nécessite deux données supplémentaires pour l'installation du système VVC. La première est un signal de phase de la came d'admission qui est relevé à partir d'une roue dentée située sur l'arbre à cames du cylindre numéro 4. La deuxième est un signal de température d'huile pour tenir compte des variations de la viscosité de l'huile au fur et à mesure qu'elle chauffe. Le résultat est que la position de la came d'admission peut être modifiée jusqu'à 70 degrés, permettant ainsi d'obtenir un croisement de soupape pouvant varier entre 21 et 58 degrés. Ce système permet une augmentation phénoménale des performances du moteur par rapport aux séries K1800 sans VVC. 145 chevaux au lieu de 120 et un couple moteur de 174 Nm au lieu de 166. Le moteur tournera sans problème jusqu'à plus de 7000 tours et la gamme de coupe étendue assure une accélération sans problème, même en 5e vitesse. Il est encourageant de savoir que pour une telle vitesse, le moteur est très économique en carburant et qu'il est conforme aux normes anti-pollution de 1997. Voilà pour les principes de fonctionnement du système VVC. Avant de terminer, voyons l'entretien. Au départ au moins, vous n'aurez pas à vous soucier de la révision de ce mécanisme très spécial de distribution. Si un problème quelconque se pose, vous le remplacerez en ensemble complet. Si vous devez changer la culasse, procédez comme pour un moteur K16 normal. Mais rappelez-vous qu'il s'agit d'un moteur à chemise semi-humide et que l'outil spécial 18G 1736 vous sera nécessaire pour maintenir les chemises en place après la dépose de la culasse. La procédure de serrage de la culasse reste inchangée, ainsi que le montage de la courroie de distribution. La culasse de remplacement sera fournie avec la courroie de distribution arrière déjà montée, de façon à ce que les deux arbres à cames soient synchronisés, et votre seul souci sera de les caler par rapport au vilebrequin. Vérifiez que les repères de réglage des arbres à cames sont alignés et dans le cas contraire, alignez-les en utilisant l'outil 18G 1521 pour faire tourner les pignons.
et positionnez alors l'outil de blocage 18G 1570. Vérifiez que les repères du vilebrequin restent en position, puis montez et tendez la courroie comme indiqué dans le manuel. Et pour finir, un mot sur le diagnostic des pannes. Si des problèmes surgissent, vous pourrez utiliser le diagnostic Testbook pour vous aider. Comme nous l'avons dit précédemment, la position du bloc de commande hydraulique du système VVC est déterminée par le système de gestion moteur MEMS. Et le Testbook est programmé pour analyser tout le système de commande électronique VVC. Ainsi s'achève ce programme d'initiation sur notre tout nouveau développement technologique de Rover Group, le moteur série K à distribution variable. Une innovation de plus au compte de Rover qui introduit ainsi une nouvelle génération de moteurs série K. Les journalistes automobiles ont été très impressionnés. Nous sommes certains que vous le serez également.